Avec Toupargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés, partez à la découverte de Terre de France. Dinard, on dirait un décor de cinéma avec ces grandes villas qu'on va découvrir. On va aussi aller voir ces petites plages cachées et puis on va parler gastronomie avec la fameuse galette bretonne et puis la pêche au homard. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce décor? C'est plutôt sympathique pour commencer une balade, non? Nous sommes donc au bord de la mer, à Dinard, tout juste en face de Saint-Malo. Et pour bien commencer, j'ai pris rendez-vous avec Henri Fermin, historien local passionné par sa ville. C'est la personne incontournable lorsque l'on veut découvrir la ville aux 800 villas. Il m'attend sur la promenade du Clair de Lune. Quel nom charmant! C'est vraiment une bonne idée de m'avoir donné rendez-vous ici, Henri, parce que quand même, par ce soleil, la promenade au clair de lune, c'est l'endroit peut-être le plus beau de Dinard. Pour commencer la journée, c'est quand même merveilleux. Et surtout, c'est un endroit important dans l'histoire de la ville, c'est ça? C'est même ici qu'elle a commencé, en fait. Oui, absolument, c'est un endroit fantastique. Moi, je pense, pour ma part, que c'est l'endroit le plus beau de Dinard. Mais c'est aussi l'endroit le plus intéressant, parce que c'est d'ici que débute toute l'histoire de la station. Nous sommes dans un quartier ancien, donc ancien mais relativement, puisque c'est le quartier anglais. C'est là que, sous le Second Empire, la colonie anglaise va découvrir Dinard. La date, on la retrouve sur la promenade du Clair de Lune, 1836, premiers Anglais à s'installer dans la station. Et alors, ensuite, la présence anglaise s'est développée? Voilà, donc un jour de 1852, une famille britannique, la famille Faber, va rendre visite justement à leur consul et ils sont séduits par le site face de à la Dinard. Rance, comme ça. Exactement, vous avez la Rance, l'embouchure de la Rance, vous avez la Vicomté avec ses arbres, vous avez la cité d'Alette qui est d'une haute antiquité et donc ils vont vivre là. Ils vont, amener autour d'eux toute une colonie anglaise, anglo-américaine qui va se développer au fil du temps. Et donc ces gens-là vont aussi construire leur propre villa? Voilà, exactement, ils vont construire leur propre villa. 1858, c'est la date de création du premier établissement de bain de mer. C'est également la date de mise en service du premier bateau à vapeur, puisqu'on est ici, qui faisait la relation entre Dinard et Saint-Malo. Date de construction d'une nouvelle église, parce qu'autrefois l'église se trouvait à Saint-Enogat, et construction de la Villa Sainte-Catherine également en 1858, et création du grand hôtel, nous y voilà. C'était un tout petit hôtel, c'était juste pour les premiers touristes qui commençaient à arriver à Dinard, et pas de salle de bain. La salle de bain se trouvait en bas sur la plage, c'était la mer. Voilà. Bon, il y a pire comme salle de bain. Hein. Oui, c'était déjà confortable. Cette villa, elle est assez étonnante, elle a des créneaux. Oui. Alors, c'est typique plutôt de l'architecture anglaise. Oui, effectivement. Gothique. Gothique, c'est du néo-gothique anglais. Les Anglais qui arrivent dans la station vont donner donc leur ton par leur villa. Et cette villa, avec ses créneaux anglais, rappelle très bien les anciens châteaux médiévaux, si on peut dire, qui se trouvent en Angleterre. Hein. C'est la villa bric-à-brac. C'était une commande du colonel Hamilton qui avait demandé à son ami Faber, le fils de la première famille à s'installer à Dinard, à Beauregard, qui lui avait demandé de s'occuper de la construction de sa villa.
Et quand il est rentré à l'intérieur, le brave colonel britannique, il est rentré, il a regardé, il y avait des antiquités partout, des meubles baroques et surtout des escaliers qui montaient, qui descendaient dans tous les sens. Et il s'est écrié « My God, what a bric-à-brac ». What a bric-à-brac. Bric-à-brac. Excellent. Et du coup la villa a été nommée, son nom voilà, comme ça. et même le quartier, c'était le quartier de Bric-à-Brac, le quartier anglais par excellence. Alors cette écluse, elle est là en fait, c'est ça? Oui, alors l'origine de la plage de l'Écluse, on l'a recherchée pendant longtemps, personne ne connaissait exactement. Moi, les anciens me disaient qu'il y avait une écluse qui reliait la rue de la Paix, qui se trouve plus haut, et la rue de la Pionnière, parce que la mer montait assez loin. Et dans les années 2000, on s'est aperçu que la mer remontait le sable et découvrait cet arrondi-là. Et c'est une écluse à poissons. Oui, parce que ça piège les poissons. Enfin, Voilà. À la marée haute, les poissons remplissent le bassin Voilà. et puis quand la marée descend, Voilà, il plus suffit qu'à les d'ouvrir pêcher. une petite porte, l'eau coule et c'est cool et on prend les poissons. Et donc c'est l'origine certaine de la plage de l'Écluse. Et cette plage de l'Écluse, elle est aussi connue parce que c'est ici qu'on trouve le casino, le palais du festival, Oui, festival de Dinard, oui, qui est exactement. important. Très important pour la station. Quel que soit le moment de la journée. C'est vraiment le lieu où on peut venir se balader en famille le soir. Bah oui, c'est le lieu de rencontre. Déjà sur la plage, c'est très agréable en plein été. La promenade est très bien aménagée. Elle a été aménagée en 1911. La pointe qui est juste derrière nous, ça s'appelle Alors, la Malouine, C'est la ça pointe de la Malouine parce qu'elle fait face à Saint-Malo. En 1944, les Américains qui veulent reconquérir Saint-Malo bombardent la côte et ces trois villas modernes qu'on voit ici étaient occupées à cette époque-là par une villa qui s'appelait la Villa La Malouine, qui était la propriété du duc d'Audifray-Pasquier, le président du Sénat, qui avait construit ça dans les années 1866, donc va être démoli. Henri, on vient d'avoir avec vous un premier aperçu de l'histoire de Dinard, de la façon dont ça s'est construit, développé avec le temps. Si on veut en savoir plus, on peut se référer à vos livres. Alors votre nom, c'est Henri Fermin. Donc combien, une quarantaine, c'est ça? Une quarantaine de livres à peu près, oui. Sur l'histoire de Dinard. Oh oui, mais il y en a encore beaucoup en gestation. Ah. Il y en a encore une dizaine à venir, déjà dans les 2 ou 3 ans qui vont venir. Bon, bah alors restez attentifs. En tout cas, donc, à Dinard, l'historien local, c'est Henri. Et si vous souhaitez retrouver les livres d'Henri et plus d'informations sur Dinard, rendez-vous sur notre site internet terredefrance.tv. Après la plage de l'Écluse, on continue la promenade quelques mètres plus loin vers la pointe du Moulinet. Ici, on a une formidable vue sur Dinard, sa plage, ses villas, et de l'autre côté, Saint-Malo. Je suis là pour rencontrer Daniel, avec qui on va évoquer son activité favorite, la pêche à pied. Je suis un retraité heureux, je n'ai plus rien à faire, m'occuper de ma famille, mes petites filles, et puis la pêche à pied. Alors aujourd'hui, malheureusement, on ne tombe pas bien, parce Oui, que c'est un petite marée. tout petit coefficient. Voilà. Alors, la pêche se pratique aux grandes marées. Alors, on parle souvent des marées d'équinoxe qui ont lieu en mars et en septembre. Et il faut des marées avec des coefficients d'un peu plus de 100, 108, 109, 110, 111. Et ensuite, on parle de hauteur d'eau. Alors, vous savez ici qu'on est dans un endroit, le plus fort marnage d'Europe pratiquement. Donc, on Ça fait atteint combien pas de tout- mètres à peu près? Pas tout à fait 14 mètres. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'EDF, il y a quelques années, enfin même pas Installé mal d'années, Le barrage de la Rance. a installé l'usine marémotrice de la Rance. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je pêche? Je pêche tout. C'est des coquillages comme les ormeaux. Alors, ça se prend beaucoup plus l'hiver, dans les marées d'hiver. Ouais. Voilà. Et c'est très joli, hein, le coquillage est Alors, nacré comme ça. C'est très beau, c'est assez caoutchouteux, mais quand vous enlevez, si vous voulez, l'animal pour le manger, le déguster, eh bien, vous avez une nacre assez formidable. Ouais. On a des ormeaux, mais on a aussi des homards. Alors, on y Et va comment avec on quelques fait amis. Eh ben, c'est simple, vous mettez des bottes, si vous voulez, vous couvrez d'un peu, parce que des fois, il ne fait pas très chaud, et vous allez au bas de l'eau. Alors, vous êtes muni d'un crochet, vous allez dans des failles, il y a des trous, hein, et c'est bien sûr, comme on connaît notre endroit, on connaît
les quelques coins, trucs, les les coins, coins à ça homards. c'est normal, on connaît notre territoire si vous voulez. Alors moi je prends les homards souvent sous des cailloux que j'ai peut-être du mal à soulever tout seul, et puis il faut qu'il y ait toujours de l'eau. Alors quand vous avancez, vous voyez toujours un homard, il fait un petit monticule, il se met sous le trou, enfin la nuit sans doute, Ouais. et il fait un petit monticule de sable. Alors quand vous voyez un monticule de sable, vous dites Ça veut là dire il y a qu'il eu un homard. Et s'il y a eu un homard, alors il est peut-être parti avec Ah la oui, marée, mais il est peut-être encore là. ou il a été pris au piège et il est encore resté dessous. Et alors vous arrivez avec un crochet, si vous le touchez, et puis votre filet, vous le touchez et puis vous le prenez quand il s'en va à toute vitesse, si vous voulez. Et il rentre sans se méfier dans le filet. Enfin sans se méfier, il se méfie. Si, il Ça se va méfie quand même, extrêmement vite si vous voulez. Alors les homards, du coup après on les mange comment? Alors si vous voulez, vous les cuisez à vapeur, si vous voulez, avec une excellente mayonnaise maison, hein, bien Ouais, entendu. la meilleure. Ou alors, eh bien, vous les coupez et vous les faites griller. Tout simple, hein, pas trop de sauce, vous voyez, juste du beurre, voyez-vous, du bon beurre breton demi-sel, vous mettez Ah, on là-dessus est et dans le pays grillez. du Alors je vais beurre, vous dire, ouais. c'est le pied. Vous le savez, dans Terre de France, dès qu'on parle terroir, on en vient très rapidement à la gastronomie. Ça tombe très bien car la prochaine personne que j'aimerais vous présenter fabrique l'un des produits emblématiques de la Bretagne, la célèbre galette. Quand j'arrive, la production est déjà lancée et il y a une délicieuse odeur de sarrasin. Bonjour Rodolphe. Bonjour Charlotte. Alors je te retrouve, tu es déjà au travail. Eh oui. Alors, production de la galette, Oui. de sarrasin. Mhm. Alors comment ça se passe ici? Alors comment s'appelle ce manège? Alors, en fait, on l'appelle manège à galette, Ah. simplement, ou carrousel. Ça dépend des régions. Ici, on dit manège à galette. Et donc, je tourne la pâte descend automatiquement. Et donc vous êtes deux parce que donc toi tu enduis les plaques de pâte. Voilà. Quand il s'agit Et- de galette à emporter, en fait, il faut la cuire des deux côtés. Et c'est ce que fait Eric de l'autre côté du manège. Alors ton entreprise ça s'appelle Maître Sarrasin, C'est ça. c'est ça? Et donc tu t'es installé il n'y a pas très longtemps à Non. Dinard. Absolument. Et tu fournis quoi, les restaurants et... Les restaurants et les dépositaires. Ici, la galette, c'est le vendredi. Ah d'accord. C'est vraiment une tradition locale. Et donc tous les points de vente, style boulangerie, charcuterie, boucherie, proposent de la galette à emporter. Donc je fabrique à la fois pour vendre à partir d'ici, c'est mon point de vente, mais je fabrique également pour les dépositaires en ville. Alors ce que je trouve génial c'est que en fait n'importe qui est présent à Dinard le matin, donc d'ailleurs sachez-le, peut rentrer et venir te voir produire. Donc voilà, tout à fait. En fait, je produis de 7h à 10h le matin, grosso modo. C'était l'idée de l'établissement, c'est de montrer aux gens une particularité, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement. Là, on le voit, c'est compliqué de faire de la vente en même temps, donc Ah oui. je précise aux gens qu'ils peuvent venir voir, mais que par contre, je ne peux pas vendre avant 10h. Alors moi je vous conseille vraiment de venir voir parce qu'en plus c'est très apaisant. Enfin moi je trouve que de voir ce petit manège tourner, Tout est rond, les biligues sont ronds, le geste est rond, ouais, le manège tourne, et c'est vrai que c'est un geste qui est... ça remplace une séance de yoga le matin. Absolument, ça vide bien la tête. Et on est dans l'esprit très naturel. On a une graine qui est vraiment rustique. Hein. Le sarrasin, à la base, c'est quand même plus rustique en Bretagne, on ne peut pas trouver. Et c'est vraiment la production d'ici, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ma graine de sarrasin est produite entre Rennes et Pleuhermel. Et le moulin avec lequel je travaille, que j'ai choisi en fait, est situé à Pleuhermel. Et on fait partie, lui et moi, de l'association Bretagne Tradition Blé Noir. Donc ça suppose une authenticité à la fois dans la culture et dans le traitement de la graine après et la fabrication de la farine. Bon, ça y est, Charlotte, on a terminé la production du jour. Je te propose de goûter une galette Ah mais encore ouais, fumante. volontiers. Alors tu feras attention, c'est un peu chaud. Alors là, elle est nature. Normalement, en Bretagne, On la garnit un peu. on la garnit. Je te propose de Merci. faire le test du goût, parce qu'elle est assez salée. Alors, normalement, tu Ouais, vas c'est retrouver le sarrasin, le fameux sarrasin breton. Alors le sarrasin, j'ai découvert, Mhm. on appelle ça souvent le blé noir, Oui. mais en fait c'est pas du tout du blé. C'est pas du blé, non, c'est pas une céréale. Ça appartient à la famille des polygonacées.
Et donc, en fait, il s'appelle le blé noir parce qu'on l'a utilisé historiquement en Bretagne comme du blé. On a toutes les préparations culinaires remplacé la farine de froment ou de blé. Et donc c'est un mal nommé blé noir parce qu'en fait, le sarrasin a la particularité, contrairement aux céréales, à ne contenir aucun gluten. Oui, ce qui fait que donc, les personnes qui sont intolérantes peuvent manger autant qu'elles veulent. Absolument, c'est un produit, c'est une graine qui est très très saine, riche en protéines. En plus, on va pouvoir l'agrémenter de tout ce qu'on veut, puisque la galette, ça va vraiment avec tout. On connaît la complète avec les œufs, le fromage, le jambon, mais on peut y mettre du poisson, des crustacés, on peut y mettre toutes sortes de charcuteries, de fromages. Toi, tu la préfères comment? Alors la vraie galette, pour moi, c'est la complète, œufs, jambon, fromage. C'est la traditionnelle. De plus en plus, on prend la galette également pour le dessert, avec du chocolat, du miel citron. Même pâte, même pâte, c'est la même galette. Du sucré. Mais on va l'utiliser en dessert. C'est vrai que le mariage doit être plutôt sympa. Ouais. J'ai compris que ça faisait pas extrêmement longtemps que c'était ouvert, cette jolie boutique, et que toi-même, ça n'a pas toujours été ton métier, en fait. Ah non, pas du tout. C'est une vraie reconversion, effectivement. Donc, avant, j'étais directeur commercial dans la menuiserie industrielle, donc rien à voir. Il y a 3 ans, j'ai pris la décision de monter cet atelier. Et donc, ça m'a pris 3 ans, à la fois en formation, en création du projet, en recherche du lieu. Et pourquoi, tout à coup, tu t'es intéressé à la galette? Alors clairement, l'envie de revenir à des vraies valeurs. C'est-à-dire que moi, j'étais baigné dans des graphiques, des reportings, l'industriel, avec des professionnels, des équipes commerciales, etc. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'éloignais clairement des valeurs que j'avais envie de retrouver. Et donc de façon anecdotique, je suis allé un jour acheter de la galette dans un atelier et j'ai dit, ce truc-là, c'est très nature, c'est très authentique. Et donc j'ai dit, je vais faire, si un jour je crée mon entreprise, je ferai exactement ça. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 10 ans. Ah oui. Et donc, tu as gardé cette idée-là dans la tête, et puis un jour... Elle a mûri, et puis 6 ans après, j'ai décidé de tout plaquer et de monter ce projet. En fait, tu t'es de pas très loin d'ici, hein, c'est ça? Alors moi, je suis de Saint-Malo. Je suis né à Saint-Malo, et donc on est à 6 km à vol d'oiseau. Et donc on a choisi Dinard parce que le cadre, parce que Dinard, quoi. Alors, j'ai une dernière question à te poser qui m'intrigue un petit peu depuis que je suis arrivée. C'est, voilà, tu parles de galette. Certaines personnes parlent de crêpes. Alors, c'est quoi le bon mot? Ici, en Ille-et-Vilaine, on distingue clairement la galette de la crêpe. La crêpe, c'est sucré, la galette, c'est salé. Mais c'est un vrai débat depuis des années et ça revient régulièrement, notamment à la Chandeleur. En fait, que ce soit du froment ou du sarrasin, dans les autres régions, Morbihan, Finistère, Côte d'Armor, on va parler de crêpes. Crêpes salées, crêpes sucrées. Crêpes de blé noir, crêpes de sarrasin et crêpes de froment. Et toi, tu fais aussi un peu des crêpes? Oui, tout à fait, parce que c'est indissociable. Je veux dire, un repas classique, c'est une galette au beurre, une galette complète et une crêpe en dessert. Ça va de soi. Ici, je ne vois pas les gens venir acheter simplement de la galette sans repartir avec des crêpes. Donc vous avez retenu 2 galettes, une crêpe, un bon repas. Absolument. Merci Rodolphe. Merci beaucoup. Si vous souhaitez faire un repas typiquement breton à la maison, maintenant vous connaissez le menu. Avant de repartir de Dinard, j'ai une dernière rencontre à vous proposer. Je pousse la porte de cette galerie pour faire la connaissance d'Alexandre Motte, amoureux d'art et bien sûr amoureux de Dinard. Alexandre, merci de nous recevoir dans ta galerie. Oui. On retrouve ici tes œuvres qui sont très très colorées et je me demandais, parce que j'ai vu qu'il y avait une forme particulière qu'on retrouvait un peu partout, comment tu travaillais en fait et qu'est-ce que symbolisait cette forme? Oui, alors c'est vrai que c'est une forme animale, on va dire originelle. C'est une allégorie à la vie, plus qu'aux animaux en général. Et aujourd'hui d'ailleurs, mon travail continue d'évoluer parce que ce qu'on ne voit pas ici et qui est dans l'atelier, ce sont des formes maintenant qui partent aussi vers le végétal, avec une inscription dans le végétal. Donc c'est quand même une... La vie en tout cas, la vie, soit animale ou végétale. Voilà, la vie en général, oui, c'est vrai.
Et alors, travailler à Dinard, est-ce qu'il y a une ambiance particulière, il y a une lumière particulière? Est-ce que ça a une influence sur ton travail d'artiste? Alors tu as raison, parce que c'est vrai que, bon, il y a longtemps que je suis établi sur Dinard, il y a longtemps je faisais pas mal de peintures de bord de mer, ça me plaisait, j'étais bien évidemment sensible au paysage avec ces lumières qui sont toujours ici très changeantes, parce qu'en fonction de l'éclairage et en fonction des marées. Mais malgré tout, il y a une influence indéniable par le fait que tous les matins, je commence ma journée avec une promenade, c'est un rituel, et tous les matins, je vais me baigner, quel que soit le jour de l'année. Ah oui. Voilà, et je suis donc dans les éléments, en quelque sorte, et je suis convaincu que ça participe à mon travail, parce que finalement, ça me régénère, et puis quand je reviens après à l'atelier, voilà, j'ai les yeux, je suis tout à fait disposé à pouvoir m'engager dans mon travail. Oui, on parlait de vie, là, en l'occurrence, tu reconnectes tous les matins avec la vie. C'est vrai que je suis peut-être d'un tempérament un peu anxieux, alors se confronter comme ça à la froideur de la mer le matin, surtout en hiver, je peux te dire que ça te réveille bien. Et après, on a un autre regard sur la vie. Et souvent, je me dis que je suis vraiment un privilégié par rapport à ça. Et alors, tu n'es pas le seul artiste à travailler ici. Et d'ailleurs, je crois que tu as créé une association qui regroupe des artistes qui ont envie aussi de faire vivre la ville ensemble. Oui, complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que sur Dinard, il y a une vingtaine de galeries et ateliers d'artistes. Et c'est vrai qu'il y a 19 ans, on a commencé à organiser un événement qui est une soirée porte ouverte des galeries et ateliers d'artistes qui a lieu tous les 11 août. Donc on a fait un néologisme autour du nom du 11 août, donc avec le verbe zouter, on vient zouter à Dinard, et donc on vient participer à cette soirée qui est très festive. Les gens aiment beaucoup parce que ça leur permet de rentrer dans les galeries en famille, entre amis, ce qu'ils ne feront pas forcément tous les jours. Et puis, on a donc, autour de cet événement, construit une association qui s'appelle l'Association Arrêt Dinard, qui représente les galeries et les ateliers d'artistes de la ville. Alors moi, j'ai levé la tête dans cet endroit très lumineux et je me suis dit, j'aimerais bien que tu me parles du très grand tableau qui est là-haut. Est-ce qu'on peut monter le voir de plus près? Bien sûr, oui, volontiers. Merci. Déjà, est-ce qu'il a un titre? Oui, alors son titre, c'est Les faunes coralliens. D'accord. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de reprendre le récif corallien avec cette idée cette notion de microsystème dans lequel la vie prolifère parce que protégée. Et c'est vrai que bon, c'est tristement d'actualité puisque j'entendais encore très récemment toutes les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport aux barrières coralliennes aujourd'hui avec la montée des eaux et puis l'acidité des océans. Donc c'est vrai que lorsque j'ai fait ce tableau, qui a 2 ans maintenant, j'étais sensible à la cause et je me rends compte à quel point elle devient... Elle est encore plus d'actualité aujourd'hui, oui. Tout à fait. Alors tu nous as parlé de ta relation particulière avec Dinard, du fait que c'était une ville qui te ressourçait aussi le matin. Est-ce que tu accepterais de nous montrer un de tes coins favoris ou un endroit où tu aimes aller? Alors très volontiers, et pour ça, j'aimerais bien vous emmener. C'est un endroit qui s'appelle La Vicomté, donc ça fait partie de Dinard. C'est aussi un paysage de mon enfance, je vous expliquerai pourquoi. Tu nous emmènes dans un endroit un petit peu particulier où on voit à la fois Dinard, Saint-Malo derrière, Saint-Servant juste à côté. Est-ce que c'est un endroit qui a un nom? Oui, alors ici on est sur la rotonde de Brise-Moulin, qui est une propriété qui est un peu au-dessus, là, avec son jardin. Et il y avait pour certaines de ces villas en bord de mer, quand c'était possible, la possibilité donc d'avoir ces petites avancées qui permettaient peut-être de venir prendre un thé ou un café. Dans le temps, cette rotonde, elle était close avec un petit muret de briques ajourées qui est tombé depuis. Ouais. Et ici, c'est vrai que c'est un... Oui, donc c'était privé en fait. Ah, c'était privé, ça, oui, tout à fait. Et donc le chemin de ronde traversait la propriété, donc avec d'un côté le jardin qui allait vers la villa et de l'autre côté la partie privative qui descendait vers la mer. Et donc toi, tu viens te balader ici souvent enfin...
Alors je viens me balader ici souvent et avec beaucoup de plaisir puisque j'ai énormément de souvenirs ici. C'est une grande partie de mon enfance. J'ai eu cette chance de pouvoir venir jouer avec mon grand frère ici toutes les après-midi. On venait pêcher, on venait jouer, on venait se baigner. Et c'est vrai que c'est sympa parce qu'on a une autre vue sur Dinard. On est vraiment dans un endroit qui est verdoyant. Là, face à nous, Saint-Malo avec la cité d'Alette. Et dans le fond, là-bas, derrière le blockhouse, on a l'entrée de l'estuaire de la Rance et le barrage de la Rance. Et on ne le voit pas d'ici, est caché par la pointe de la Vicomté qui est ici. Donc c'est vraiment un lieu intéressant parce que c'est fait de tas de petites criques. Et en fonction de la marée, c'est toujours différent. Quand la marée est haute, tu peux presque accéder à l'eau. Presque. Ici, c'est vrai que les grandes marées, les grands coefficients, on peut sauter là, mais il faut faire attention parce qu'il y a des rochers en dessous. Donc on va pas le conseiller. Il y a juste un endroit où on peut le faire, mais il faut reconnaître que... Il faut habiter ici pour savoir. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa de pouvoir en profiter dans ces conditions-là. Vraiment, merci Alexandre de nous avoir fait découvrir ton Dinard. C'était avec grand plaisir. On est très très privilégiés grâce à toi, merci. Merci, avec plaisir en tout cas. C'est assez exceptionnel de terminer ici, dans ce petit coin caché avec Alexandre. J'ai vraiment été charmée par ce passage à Dinard. Si vous aussi, eh bien c'est très simple, rendez-vous sur terredefrance.tv pour revoir ces belles rencontres et retrouver nos bonnes adresses. C'était Terre de France avec Toubargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés.